En 1992, le massif calcaire de Vercors dans le sud-est de la France, cette région était un véritable terrain d'obsession pour un groupe de personnes bien particulier. Le paysage visible de l'extérieur, pâturage en pente, pins nains, sentiers de bergers, dissimulait un monde souterrain de fissures, de rivières invisibles et de kilomètres de tunnels creusés au fil des millénaires. Pour les spéléologues, il ne s'agissait pas simplement de roches, c'était un organisme vivant et instable qui exigeait un respect absolu. Le groupe dirigé par Marc de La Tourille le savait mieux que quiconque. Marc avait 39 ans, un diplôme en géologie appliquée et une réputation bâtie dans la discrétion. Il n'était pas célèbre, ne donnait pas d'interviews, ne recherchait pas les records. Sa spécialité était la cartographie des systèmes peu explorés, en particulier ceux où l'eau et la roche se mélangeaient de façon imprévisible. Autour de lui se trouvaient Élodie Fournier, cartographe et géomètre, Jean-Michel Roux, responsable de la logistique et de la sécurité, et Antoine Keller, plongeur spéléo en début de carrière, mais techniquement irréprochable. L'objectif de l'expédition était simple sur le papier, réviser et étendre la cartographie d'une cavité connue officieusement sous le nom de Galerie des Brumes découvert dans les années 1970 et considérée comme partiellement explorée. Ce tunnel présentait des indices de continuité au-delà d'un siphon permanent, un tunnel entièrement submergé, mais aucune preuve concrète. Les relevés antérieurs étaient incomplets, basés sur des tentatives interrompues par une mauvaise visibilité et des courants instables. Le matin du 14 septembre 1992, le groupe pénétra dans la grotte avec le matériel nécessaire pour une expédition de 3 jours. Tout fut consigné dans le registre d'accès local, nom, heure, itinéraire prévu. La météo était stable. Aucune forte pluie n'était annoncée. Rien ne justifiait de s'inquiéter. Ils ne sont jamais partis. Au début, la disparition fut considérée comme un simple revers. Puis, elle devint une urgence. Des équipes de secours furent mobilisées. Les drones n'existaient pas encore, les capteurs étaient limités et la géographie même de la zone rendait toute recherche efficace impossible. Galerie des Brumes comportait plusieurs niveaux, d'anciens effondrements, des zones de boue profonde et des siphons intermittents qui s'ouvraient ou se fermaient en fonction du niveau de la nappe phréatique. Au bout de 2 semaines, les recherches officielles ont été suspendues. Aucun corps, aucun matériel, aucun signe évident d'accident, juste le silence et l'impression troublante que la grotte avait simplement englouti 4 personnes sans laisser de traces. L'affaire a été déposée sous le nom de disparition dans un environnement naturel hostile. 11 ans se sont écoulés. En 2003, le nom Galerie des Brumes, le site, n'apparaissait plus ni dans les forums, ni dans les rapports, ni même dans les conversations des spéléologues expérimentés. Il était jugé trop instable, peu prometteur et, surtout, entaché d'une réputation que personne n'osait admettre ouvertement, mais qui influençait les décisions. Il n'y avait pas d'interdiction formelle, juste son absence. C'est dans ce contexte que Julien Moreau-Hill est entré dans l'histoire. Julien avait 42 ans et n'appartenait à aucun groupe universitaire. Plongeur professionnel, il était spécialisé dans l'inspection sous-marine des barrages, des tunnels et des ouvrages inondés. Son rapport aux grottes relevait davantage de la nécessité que de la passion. Pour lui, les espaces confinés étaient des problèmes techniques à résoudre et non des défis existentiels. Début novembre 2003, une crue exceptionnelle a frappé le Vercors après 3 jours de pluies incessantes. Les rivières souterraines ont débordé, des dolines se sont partiellement effondrées et d'anciennes galeries ont été remodelées par la force des eaux. Lorsque le niveau de l'eau a commencé à baisser, les autorités locales ont demandé des inspections au point critique pour l'approvisionnement en eau de la région. Un Galerie des Brumes figurait sur la liste. Julien descendit seul, comme à son habitude, avec une nouvelle ligne de guidage, un éclairage redondant et des capteurs de pression adaptés au séjour prolongé. L'accès principal était plus étroit qu'auparavant, suite à de récents glissements de terrain. L'eau transportait encore de fines particules, réduisant la visibilité à moins d'1 mètre par endroit.
Rien n'indiquait une histoire, juste du travail. C'est après le deuxième siphon, un tronçon familier et relativement court, que Julien remarqua quelque chose d'inhabituel. Le courant était plus fort qu'il n'aurait dû à cet endroit, tirant légèrement la ligne vers la gauche, en direction d'une paroi que les cartes indiquaient comme étant continue. La différence était subtile, presque insignifiante, mais l'expérience lui avait appris que les subtilités pouvaient être mortelles. En s'approchant, il sentit le courant passer par une fissure nouvellement apparue, un espace étroit et irrégulier, manifestement élargi par la crue. Il n'en avait connaissance dans aucun document technique. Julien hésita. La décision d'explorer au-delà des limites prévues n'est jamais prise par héroïsme. Elle résulte d'une série de micro-choix, chacun paraissant raisonnable pris individuellement. La fissure permettait le passage. La pression dans la bouteille était suffisante. La conduite pouvait être prolongée. Le retour, en théorie, était garanti. Il s'avança. À quelques mètres de l'entrée improvisée, le tunnel s'élargissait brusquement. Le fond était recouvert de sédiments récents et instables. Il était évident que cette galerie était restée scellée pendant des décennies, voire des siècles. L'air y était absent. Tout était intact et un silence inquiétant régnait. C'est alors que la lampe principale illumina quelque chose qui n'avait rien à voir avec la géologie. Un reflet métallique, puis un autre, et enfin une forme qui ressemblait à un cylindre attaché à une silhouette immobile. Julien stoppa net sa progression. Son pouls s'accéléra, non par peur irrationnelle, mais par la prise de conscience objective qu'il avait découvert quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Le genre de découverte qui bouleverse les protocoles, alerte les autorités et transforme une plongée technique en une découverte majeure. Il n'a rien touché, il n'en avait pas besoin. Même de loin, il était possible d'identifier des pièces d'un vieil équipement, incompatibles avec les normes modernes, des tuyaux plus épais, des vannes obsolètes. Un modèle qu'il reconnut non pas par l'étude, mais par un vague souvenir de vieux catalogues. Le tunnel nouvellement ouvert n'était pas seulement nouveau, il avait été, à un moment donné, la seule voie possible. Julien entreprit le voyage de retour avec une extrême prudence, sentant le poids de la découverte grandir à chaque mètre parcouru. La grotte n'avait pas seulement changé de forme avec l'inondation. Elle avait révélé quelque chose qui était resté caché pendant 11 ans, et ce n'était que le début. Le retour de Julien à la surface ne fut pas marqué par le soulagement, mais par un malaise technique difficile à expliquer à quelqu'un qui n'avait jamais travaillé en espace confiné. Il suivit le protocole minimal. Il consigna la modification structurelle, marqua l'emplacement précis de la fissure nouvellement ouverte et informa les autorités locales qu'il avait trouvé des traces d'anciens matériels ainsi qu'une galerie non cartographiée. Il ne parla pas de corps, il ne parla pas de conclusion, il se limita aux faits observables. Cette prudence n'était pas uniquement d'ordre professionnel. En France, les accidents de grottes donnaient souvent lieu à des conflits de responsabilité entre les municipalités, les parcs naturels et les associations privées. Toute déclaration hâtive pouvait retarder les enquêtes de plusieurs mois. 2 jours plus tard, une équipe réduite fut autorisée à redescendre. Non pas pour secourir des victimes, officiellement aucun décès n'était confirmé, mais pour vérification technique. Julien insista pour accompagner la descente, même s'il savait que sa présence n'était pas obligatoire. Quelque chose dans ce tunnel l'attirait irrésistiblement, non par curiosité, mais comme un problème inachevé. L'équipe comprenait Claire Montagnier, un ingénieur hydrogéologue affilié à l'université de Grenoble, et Bernard Luc, gendarme spécialisé dans les accidents en zone reculée, n'était pas spéléologue, mais son expérience lui permettait de reconnaître les apparences trompeuses d'un environnement naturel. Il avait examiné le dossier de 1992 la veille au soir. Vieilles photos, cartes incomplètes, témoignages fragmentaires de collègues qui n'avaient jamais surmonté cette disparition. En franchissant le second siphon, Claire remarqua immédiatement les changements de débit.
L'inondation n'avait pas seulement creusé un tunnel, elle avait réorganisé le système. Ce qui avait été un point d'arrivée servait désormais de corridor de drainage secondaire. L'eau avait accompli ce que l'exploration humaine n'avait jamais réussi à faire, se frayer un chemin. Dans la galerie nouvellement mise au jour, les sédiments racontaient leur propre histoire, traces de traînées, dépôts asymétriques, zones d'érosion récentes, recouvrant des couches plus anciennes. Claire fit remarquer que cet espace était probablement resté isolé, bien avant 1992. Si quelqu'un y est entré, ce n'était pas par hasard, mais par nécessité. Les premiers éléments de matériel apparurent peu à peu. Un mousqueton, rongé par la rouille et inutilisable, était accroché à un surplomb rocheux. Une bobine de fil de pêche cassée, partiellement enfouie dans la boue. Tout indiquait une progression délibérée, et non un effondrement soudain. Le groupe avait avancé méthodiquement. Plus loin, ils ont trouvé le premier corps. Jean-Michel Rouzil a été identifié grâce aux plaques métalliques de son harnais, gravées de ses initiales selon les normes de l'époque. Il gisait sur le côté, plaqué contre un mur, comme si la chaîne l'avait poussé après qu'il eût perdu toute force. Aucun signe de choc violent, aucune fracture apparente, juste la position finale d'un homme qui n'a pas pu se relever. Luc prit la photo en silence. Il n'y avait aucune urgence. Le temps s'écoulait différemment là-bas. 11 ans n'avaient pas altéré l'essence du lieu, ils l'avaient seulement préservé. À quelques mètres de là, les vestiges d'un campement improvisé se dévoilaient sous la lumière des lampes torches. Des sacs étanches vides, une gourde cassée, des traces au sol témoignant qu'une personne avait tenté de survivre longtemps au-dessus des sédiments humides. Ce n'était pas un lieu de passage, mais un point d'attente. Claire remarqua quelque chose qui changea l'atmosphère de l'expédition. Des rayures sur la paroi calcaire, faites avec un outil métallique. Ce n'étaient pas des marques aléatoires. C'étaient symboles, simples flèches, décomptes. Un type de langage fonctionnel utilisé par les spéléologues lorsque les cartes sont inopérantes. Cela indiquait une planification continue, même dans des situations extrêmes. Le second corps était partiellement submergé, protégé par une niche naturelle. Antoine Keller, le plus jeune plongeur. Son équipement était presque intact, ce qui laissait supposer qu'il était le dernier à perdre l'usage de ses jambes. Peut-être le dernier à tenter de remonter à la surface. Peut-être le dernier à croire qu'il existait encore une issue. Le nom de Marc de la Tourille n'est pas arrivé à ce moment-là. Cette absence était plus inquiétante que la présence des autres. S'ils étaient 3, où était le chef ? L'hypothèse la plus évidente, qu'il soit parti seul, ne correspondait pas à ce qui avait été observé. Marc était connu pour ses décisions prudentes, voire obstinées. Il n'aurait jamais quitté le groupe sans une raison impérieuse. Luc demanda l'arrêt immédiat de l'exploration. Le protocole exigeait une analyse médico-légale de base avant toute poursuite des travaux. Julien, silencieux, s'y opposa. Non par esprit de rébellion, mais parce qu'il comprenait la logique de l'eau mieux que n'importe quel rapport. Le système était stable pour l'instant, mais cela ne durerait pas. De retour à la surface, la nouvelle de la découverte commença à se répandre. Association de spéléologie, anciens collègues, journalistes locaux. La disparition de 1992 avait laissé des plaies béantes. À présent, on les rouvrait avec une précision chirurgicale. Un ancien collègue de Marc, Hélène Dupréel, a contacté Luc le jour même. Elle avait participé aux recherches initiales et n'avait jamais accepté le classement de l'affaire. Sa contribution n'était pas émotionnelle, mais technique. Les cartes personnelles de Marc, jamais remises aux autorités. Des notes marginales, des hypothèses abandonnées et une observation précise concernant un écoulement anormal au-delà du siphon 2. La galerie nouvellement ouverte n'était pas inconnue. On ne l'avait tout simplement jamais jointe. Cela signifiait que la défaite du groupe de 1992 n'était pas due au hasard. Ils avaient suivi une hypothèse, un pari calculé, et quelque chose avait mal tourné progressivement et non soudainement. Pour Julien, la conclusion était inévitable. Ce qu'ils avaient trouvé jusqu'alors
n'expliquait pas tout. La disposition des corps, le campement, les symboles sur la roche, tout indiquait une histoire interrompue, inachevée. Et quelque part au-delà de ce tunnel, Marc Delatour en faisait encore partie. La réouverture officielle de l'enquête s'est faite discrètement, presque maladroitement. Aucune conférence de presse n'a été organisée. Seulement un communiqué technique confirmant la découverte de restes humains compatibles avec la disparition de 1992. Le choix précis des mots reflétait plus qu'une simple prudence juridique. Il révélait la conscience que la simple explication, découverte accidentelle, ne tiendrait pas longtemps. Un galerie des brumes, le site, a été temporairement fermé, mais l'accès pour la recherche scientifique est resté autorisé sous strictes conditions. Claire a pris en charge la coordination hydrogéologique, Luc a conservé le contrôle juridique, et Julien a été intégré comme consultant technique, bien que n'étant mentionné dans aucun rapport public. Son expérience spécifique des systèmes modifiés par les récentes inondations était devenue indispensable. Le conflit principal a commencé à se dessiner à cet endroit, tant les capteurs installés par Claire indiquaient des variations quotidiennes du niveau de la nappe phréatique. Le tunnel nouvellement mis au jour agissait comme une soupape instable. Une nouvelle crue risquait de le sceller à nouveau, voire pire, de provoquer son effondrement partiel. Si des vestiges restaient à découvrir, le délai était incertain et court. L'équipe a décidé de se déplacer au-delà de l'endroit où Antoine avait été retrouvé. L'environnement changea progressivement. Le plafond s'éleva, les murs s'érodèrent moins, suggérant une galerie plus ancienne formée lors d'une phase géologique différente. Ceci expliquait son absence sur les cartes classiques. Il ne s'agissait pas d'un prolongement direct, mais d'une branche isolée, reliée uniquement par un passage submergé. C'est là qu'ils ont trouvé des signes évidents de conflit humain. Une bonbonne vide a été retrouvée séparée du reste du matériel, à une certaine distance du corps le plus proche. La vanne avait été fermée manuellement, et non suite à une défaillance mécanique. Des marques d'impact sur la roche indiquaient des tentatives répétées pour fixer une corde, comme si quelqu'un avait fait des allers-retours incessants pour tester différents itinéraires. Hélène, suivant l'analyse des données à distance, fit une observation qui changea l'interprétation du groupe. Marc Delatour était connu pour éviter les zones sans perspective de retour clair. S'il s'y aventurait, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait de l'air au-delà de l'eau. La confirmation est arrivée quelques heures plus tard. Un capteur portatif a détecté une poche d'air stable au-delà d'un virage étroit, de petite taille, mais suffisante pour respirer pendant un certain temps. Le tunnel immergé débouchait sur une chambre sèche, isolée du système principal, un refuge naturel et un piège parfait. Le troisième corps a été découvert dans la zone de transition entre l'eau et la roche sèche. Élodie Fournier, elle, était disposée de façon presque ordonnée, les cartes protégées dans un enclos improvisé. Elle n'était pas morte de panique. Elle était morte au travail. Cela a modifié l'orientation émotionnelle de l'enquête. Ce n'était plus un accident chaotique, mais une tentative de survie prolongée. Le groupe n'avait pas succombé d'un seul coup. Ils avaient fait des choix, redistribué leurs ressources, avancé et reculé au gré des circonstances. Et Marc n'était pas encore arrivé. La pression extérieure s'intensifia. Les médias locaux commencèrent à s'interroger sur les raisons de la réouverture, sans large publicité, d'une galerie réputée pour ses dangers. D'anciens collègues accusèrent les autorités d'avoir abandonné les recherches trop tôt. En 1992, Luc commença à recevoir des demandes pour mettre fin aux explorations par respect pour les victimes. Mais interrompre maintenant signifiait laisser des questions sans réponse. Julien, examinant les marques sur la roche de la chambre sèche, remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Les comptes ne s'arrêtaient pas. Il y avait des séquences interrompues qui reprenaient ailleurs, comme si quelqu'un était resté là suffisamment longtemps pour perdre la notion du flux linéaire des jours. La dernière marque était différente. Non pas un décompte, mais une flèche, pointant vers une fissure en hauteur dans le mur, hors de portée immédiate. La fissure n'était pas immergée, elle était sèche.
Clair estima que l'ouverture ne serait accessible qu'en pratiquant l'escalade technique dans un espace confiné, chose improbable en temps normal, mais possible en cas d'extrême nécessité. Plus inquiétant encore, des capteurs indiquaient une circulation d'air minimale provenant de cette direction. Le conflit prit une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir comment ils étaient morts, mais si quelqu'un a survécu plus longtemps que prévu, peut-être des jours, peut-être des semaines, ou plus encore. La décision de poursuivre les recherches allait à l'encontre des recommandations de sécurité élémentaires, mais il y avait désormais quelque chose de concret au-delà de la simple curiosité scientifique. La nécessité de clore une histoire inachevée. Et selon toute vraisemblance, la grotte conservait encore sa dernière partie. Tandis que les explorations souterraines progressaient, un second volet de l'histoire se dévoilait à la surface, moins visible mais tout aussi crucial. La réapparition des spéléologues en 1992 a ravivé d'anciennes tensions au sein de la communauté scientifique française. L'affaire n'avait jamais été officiellement classée faute de preuves, mais seulement étouffée par commodité. Désormais, ce silence commençait à se fissurer. Hélène Dupré devint une figure incontournable des discussions techniques, même sans autorisation officielle de descendre dans la grotte. Sa relation avec Marc n'était pas uniquement professionnelle. Ils avaient partagé des projets, des échecs et, surtout, une obsession commune. Prouver que le système du Vercors avait des ramifications bien plus étendues que ne le laissaient supposer les cartes officielles. En 1992, Marc crut avoir découvert l'existence d'une chambre surélevée, isolée du circuit hydraulique principal. Galerie des Brumes-Îles ne s'agissait que d'un point d'accès secondaire. Hélène révélera plus tard que Marc soupçonnait une résistance institutionnelle. Reconnaître l'existence de nouveaux tunnels impliquerait de revoir les plans de captage d'eau et les autorisations environnementales déjà accordées. Il n'y avait pas de complot explicite, seulement du désintérêt. Cartographier, c'était assumer ses responsabilités. Cette intrigue secondaire commença à se mêler à l'enquête souterraine lorsque d'anciens documents refirent surface. Des rapports préliminaires de 1989 mentionnaient des instabilités dans le même secteur où la fissure nouvellement ouverte avait été découverte. Aucun de ces documents ne figurait dans les archives publiques. Luc comprit que la disparition de 1992 avait peut-être été traitée avec moins d'urgence qu'elle ne le méritait, non seulement en raison de limitations techniques, mais aussi parce que commodité administrative. Parallèlement, la pression temporelle à l'intérieur de la grotte s'intensifiait. Des capteurs indiquaient des micro-variations quotidiennes du flux d'air dans la fissure mentionnée par les flèches. Ceci suggérait une communication avec une autre cavité, peut-être plus proche de la surface. Mais la stabilité de cette ouverture restait incertaine. Un léger effondrement pourrait l'isoler définitivement. Julien a préparé l'accès vertical de Fortune à l'aide d'équipements modernes, en l'adaptant aux irrégularités de la roche ancienne. Chaque point d'ancrage a été testé 2 fois. L'improvisation n'avait pas sa place. Pourtant, le sentiment d'envahir un espace que quelqu'un avait peiné à atteindre avant lui était omniprésent. Une autre intrigue secondaire se dessinait discrètement. La pression psychologique sur l'équipe actuelle Claire commença à hésiter face à des décisions qu'elle avait auparavant prises avec fermeté, non par peur, mais par une prise de conscience tardive. Il suivait les traces de ceux qui avaient fait des choix similaires et en avaient payé le prix fort. Luc, quant à lui, était confronté à un conflit éthique grandissant. Continuer signifiait risquer la vie des vivants au nom des morts. L'ascension de la fissure révéla un couloir étroit, en pente et parfaitement sec. Les parois portaient d'anciennes traces de passage humain, des rayures irrégulières, de petits éclats arrachés de force, et une découverte inattendue. Un fragment de tissu synthétique collé à un rebord rocheux, préservé par l'absence d'humidité. Il s'agissait d'un matériau utilisé dans les combinaisons de spéléologie dès le début des années 1990. Le couloir menait à une chambre surélevée, plus petite qu'on ne l'imaginait, mais stable. L'air y était respirable, quoique vicié. L'espace portait des traces évidentes d'une occupation prolongée.
Des restes d'aliments lyophilisés, des filtres de fortune et des notes griffonnées à même le mur d'une écriture irrégulière. Ce n'étaient pas des cartes. C'était record de tant tentatives de préserver sa santé mentale. L'intrigue institutionnelle s'est définitivement heurtée à l'intrigue humaine, lorsque Luc a reçu l'ordre de suspendre l'exploration en raison d'un risque imminent. La décision venait d'en haut, appuyée par des avis techniques prudents. Mais on disposait désormais de preuves qu'une personne avait vécu là-bas bien plus longtemps que ce que les rapports officiels avaient jamais admis. Mettre fin à l'enquête à ce stade revenait à accepter une version incomplète de la vérité. La complexité s'accroissait. Poursuivre les opérations risquait de coûter des vies. S'arrêter conforterait un récit commode, mais fallacieux. L'équipe se retrouvait face au même dilemme que Marc Delatour des années auparavant, avec moins d'ignorance, mais le même poids des responsabilités. Et quelque part au-delà de cette caméra, l'histoire n'était pas encore entièrement dévoilée. La décision de procéder ne fut pas annoncée à voix haute. Elle s'est imposée d'elle-même, comme si chacun savait qu'ils avaient déjà franchi le point où obéir aux ordres extérieurs n'avait plus aucun sens. Luc consigna un dernier contrôle de stabilité dans le rapport. Claire ajusta les capteurs pour une collecte de données continue. Julien examina le matériel en silence, conscient que la suite ne serait prévue par aucun protocole existant. La chambre surélevée se terminait de deux manières possibles. Un rétrécissement vertical en spirale irrégulière vers le haut et une fissure latérale suffisamment large pour permettre le passage. Des marques sur la roche indiquaient que quelqu'un avait exploré les deux options. Mais un détail nouveau, bien que datant de 1992, était apparu. Au pied de la fissure latérale, Julien découvrit un objet déplacé de son contexte d'origine, un morceau de calcaire délibérément appuyé contre le mur. Il ne s'agissait pas d'un débris naturel. Il avait été placé là intentionnellement. Marc Rennes le retirant, une petite cavité est apparue derrière, où quelque chose avait été dissimulé. C'était un cahier. Les couvertures étaient rigides, gondolées par le temps, mais l'intérieur restait par endroits lisible. L'écriture était d'abord assurée, puis de plus en plus tremblante. Le nom de Marc Delatour figurait sur la première page, accompagné d'une date, 21 septembre 1992, 7 jours après la disparition officielle. Ce n'était pas un journal intime, mais un document technique. Marc y consignait les niveaux d'eau, les tentatives de fouilles manuelles et les hypothèses sur la circulation de l'air. Il y décrivait les échecs, les revers et les erreurs de jugement. Aucune trace de désespoir. Seulement de la persévérance. Le tournant s'est produit lorsqu'ils sont arrivés aux dernières pages. Là, le ton a changé. Marc annonça qu'Antoine était mort le premier, suivi de Jean-Michel. Élodie avait tenu le plus longtemps, aidant à cartographier la chambre sèche avant de succomber à l'épuisement. Jusque-là, rien ne contredisait leur déduction. Mais alors surgit la phrase qui changea tout. Le débit a changé, pas à cause de la pluie. Quelqu'un l'a ouvert. Claire lut le texte 2 fois avant de réagir. L'hypothèse d'une intervention humaine paraissait absurde au premier abord. La région était isolée, sans activité minière ni travaux publics répertoriés. Pourtant, Marc décrivit en détail des vibrations rythmiques perçues à travers la roche, des variations brusques de courant qui ne correspondaient pas au cycle naturel. Il croyait qu'un forage externe, la source distante, avait modifié la dynamique interne du système, bloquant définitivement le retour par le siphon principal. Le tournant décisif se confirma lorsque Julien remonta le passage étroit et vertical. Ce n'était pas une sortie définitive, mais cela menait à une galerie supérieure partiellement effondrée. Là, incrusté dans la roche, se trouvait quelque chose d'impossible à ignorer. Un fragment métallique lisse orné de marques circulaires régulières. Ce n'était pas naturel, ce n'était pas spéléologique, ère industrielle. Luc a immédiatement reconnu le motif, un trépan de forage géologique. Cette révélation a changé le cours de l'histoire. La disparition de 1992 n'était pas simplement le résultat de choix risqués ou d'un environnement hostile. Un facteur extérieur avait altéré le système.
pendant qu'ils étaient à l'intérieur sans que personne ne les en informe jamais. Marc avait survécu assez longtemps pour comprendre cela. Le carnet se terminait par une dernière note, écrite en traits presque illisibles. « Si quelqu'un trouve ceci, sachez que nous ne nous sommes pas perdus. » Le chemin était bloqué. Le silence qui suivit n'était pas celui du choc, mais celui d'une remise en question. Tout ce qu'il croyait savoir de l'affaire devait être revu. Il ne s'agissait plus seulement d'un tragique accident, mais d'une série de décisions humaines invisibles, prises loin de là, aux conséquences fatales. Et il restait encore la question la plus embarrassante de toutes. Combien de temps Marc Delatour est-il resté en vie après cette découverte? La lecture du carnet de Marc Delatour eut un effet immédiat et silencieux sur l'équipe. Il n'y eut ni discussions animées, ni réactions théâtrales. L'impact fut plus profond. Un changement dans la façon dont chacun se déplaçait dans la grotte, comme s'il savait désormais que cet espace n'était pas simplement indifférent, mais qu'il avait été manipulé. Luc fut le premier à agir. De retour à la surface, il signala officiellement la découverte du matériau industriel incrusté dans la roche. La réponse arriva en moins de 2 heures. Trop vite pour une affaire tombée dans l'oubli depuis 11 ans. L'ordre était clair. Arrêt immédiat de l'opération et l'isolement de la zone pour évaluation structurelle. La justification technique n'a convaincu personne dans l'équipe. Claire a analysé les données historiques relatives aux concessions de forage dans le Vercors. Ces découvertes ont confirmé les soupçons de Marc. Entre 1991 et 1993, une entreprise privée avait réalisé des forages exploratoires pour évaluer les aquifères profonds sous autorisation provisoire. Les rapports publics mentionnaient des sites éloignés des réseaux de grottes connus, une formulation bien trop vague. La conséquence directe de cela fut un changement d'orientation de l'enquête. La disparition cessa d'être un événement isolé et s'inscrivit dans une série de décisions administratives, d'évaluations incomplètes et d'omissions opportunes. Luc comprit que tout progrès dans cette direction se heurterait à une forte résistance institutionnelle. À l'intérieur de la grotte, les conséquences furent physiques et immédiates. Le flux d'air dans la galerie supérieure commença à diminuer. Des capteurs détectèrent une augmentation lente mais constante de l'humidité. La chambre surélevée, auparavant stable, devint progressivement moins habitable. La même dynamique qui avait scellé le sort du groupe de 1992 semblait se répéter, à une échelle moindre. Julien, en consultant les notes finales de Marc, remarqua quelque chose dont il n'avait pas encore parlé. Le carnet ne s'est pas arrêté à la mort. Les dernières pages manquaient, soigneusement arrachées. Marc n'avait pas fini d'écrire à cet endroit. Cela impliquait des mesures supplémentaires. Décision. Poursuite. L'équipe retourna à la galerie supérieure, ignorant l'ordre implicite de fermer immédiatement. Il ne s'agissait plus de contester l'autorité, mais de cohérence narrative. Si Marc avait survécu après avoir compris le blocage, il aurait tenté un autre chemin. À ce moment-là, les réactions émotionnelles commencèrent à se manifester. Claire laissa transparaître sa frustration, non pas face au risque lui-même, mais face à la répétition des mêmes schémas. Les mêmes dénis, les mêmes arguments techniques utilisés pour se soustraire à ses responsabilités. Luc, tiraillé entre son devoir légal et la vérité des faits, se mit à tout documenter de manière redondante, créant des copies externes, afin que rien ne puisse disparaître. La conséquence la plus inquiétante est apparue lorsqu'ils ont examiné de plus près les parois de la galerie supérieure. Ils ont constaté des traces de travaux manuels, de petites excavations réalisées avec des outils improvisés, concentrés à un endroit précis où la roche présentait des fractures naturelles. Il ne s'agissait pas de tentatives désespérées, il s'agissait de fouilles stratégiques. Marc ne s'attendait pas à être secouru. Il travaillait à quelque chose. L'effet sur Julien fut immédiat. Plongeur habitué à évaluer le temps et les ressources, il comprit que Marc ne le ferait que s'il estimait que la distance jusqu'à une autre sortie était réalistement réalisable, non pas des journées de fouilles aléatoires, mais des semaines avec un objectif précis.
Cette avancée aboutit à la découverte d'un second repère caché, une autre pierre déplacée, un autre signe délibéré. Derrière, une courte inscription, gravée avec une pression suffisante pour marquer la roche. Air stable. Son au-dessus. Couture. La conclusion était sans équivoque. Marc avait entendu une activité humaine au-dessus de lui. Des machines, des pas, de la vie. La disparition, auparavant considérée comme une tragédie environnementale, se transformait en quelque chose de plus inquiétant. Un confinement indirect causé par des décisions prises par des personnes qui n'ont jamais su ou n'ont jamais admis qui se trouvaient en dessous. Et cela a complètement changé la gravité des conséquences. L'équipe entra dans une phase où chaque décision devait reposer sur des preuves concrètes et non sur l'impulsion. La différence fondamentale entre elle et le groupe de 1992 résidait précisément en ceci. Désormais, il y avait des données, des cartes corrigées, des capteurs modernes et surtout la mémoire des choix qui avaient coûté des vies auparavant. Julien a naturellement endossé le rôle d'exécutant technique pour les étapes suivantes. Non par autorité formelle, mais parce que la situation exigeait une personne capable d'évaluer les risques en temps réel, sans attachement émotionnel aux résultats. Il a réorganisé le plan, pas d'avancée continue. Chaque mètre gagné serait validé par la circulation de l'air, la stabilité de la structure et la réelle possibilité de rétablissement. L'évolution du protagoniste a commencé là, de manière concrète. Julien a cessé d'être un simple technicien et est devenu quelqu'un qui, responsabilité historique assumée. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit, mais de conclure correctement ce que d'autres avaient commencé dans des conditions injustes. Les fouilles manuelles découvertes par Marc ont repris, cette fois-ci, avec les outils appropriés. La roche était dure, mais fracturée. Claire a confirmé que cette section faisait partie d'un ancien plafond effondré, avec des couches superposées. Difficile, mais pas impossible à traverser. Chaque fragment prélevé a été documenté, photographié et catalogué. Rien ne serait effacé ni simplifié par la suite. Cette avancée a engendré de nouveaux défis. L'air, bien que constant, présentait une augmentation du dioxyde de carbone à certains moments de la journée. Ceci indiquait une communication avec le monde extérieur, mais aussi des cycles d'arrêt partiels. Le temps redevenait un facteur critique, non pas pour la survie immédiate, mais pour la viabilité à long terme de l'opération. Luc, témoin de la situation, connut une transformation profonde. Il cessa d'agir uniquement en tant que représentant de la loi et devint le gardien de la vérité. Il utilisa des voies parallèles pour consigner officiellement chaque découverte, créant ainsi une documentation incontestable. Le risque personnel était évident, mais l'alternative, permettre un nouveau dépôt de plaintes opportunistes, était devenue inacceptable. Le point de croissance le plus significatif est survenu lorsqu'ils ont trouvé le lieu de repos final de Marc de la Tour. Il n'y avait pas de corps. L'espace était petit, organisé, fonctionnel. Un abri improvisé, mais efficace. Des marques d'outils alignés, quelques restes de nourriture, des tentatives évidentes pour prolonger le tunnel vers la source du son. Marc n'avait pas encore cédé. « Je vais partir de là. » Cette découverte a complètement bouleversé l'état d'esprit de l'équipe. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, l'hypothèse selon laquelle Marc n'était pas mort dans la grotte cessait d'être une simple spéculation pour devenir une hypothèse étayée par des preuves matérielles. Claire a d'abord résisté à l'idée, non par scepticisme, mais par prudence scientifique. Julien, en revanche, a immédiatement perçu le schéma. Ce type d'abri n'est abandonné que lorsque la personne croit que le risque d'avancer est moindre que le risque de rester immobile. La résilience collective s'est alors consolidée. Il ne s'agissait plus seulement de réagir aux découvertes, il s'agissait de reconstituer le raisonnement d'une personne qui, isolée et sans communication, avait réussi à conserver suffisamment de lucidité pour tenter une solution alternative. Le dernier défi de cette étape consistait en une confirmation acoustique.
Des microphones sensibles ont détecté des vibrations rythmiques au-dessus de la dernière couche de roche. Une activité mécanique lointaine et intermittente, compatible avec des opérations industrielles légères. Ce phénomène n'était pas récent. Il se répétait depuis des années. Marc avait entendu cela et elle avait choisi d'aller à la réunion. Face à ces preuves, Julien a pris la décision la plus difficile qu'il ait eu à prendre. Cesser de suivre les sentiers battus et commencer à anticiper les choix. Il a redessiné le parcours final en se basant sur ce que Marc aurait fait. Non pas en hommage, mais comme méthode. La croissance ne consistait pas à aller plus vite, ni à aller plus loin. J'étais sur le point de partir droite. Et pour la première fois depuis sa descente dans la galerie des brumes, Julien eut la nette impression qu'ils approchaient non seulement d'une réponse, mais d'un point où le passé et le présent allaient enfin se rencontrer. La phase suivante exigeait une discipline d'un autre ordre. Il ne s'agissait plus d'exploration au sens classique du terme, mais préparation, chaque décision devait désormais converger vers un seul objectif, atteindre le point où Marc Delatour pensait qu'il existait une sortie, ou, à tout le moins, une connexion directe avec la surface habitée. Julien a redéfini le rythme de l'opération. Plus de longs trajets, des interventions courtes et ciblées, avec des objectifs clairs et réversibles. La grotte montrait des signes subtils d'instabilité croissante, des micro-déplacements détectés par les capteurs, des craquements secs dans la roche lors des variations de température et un changement presque imperceptible du flux d'air. Ce n'était pas un effondrement imminent, mais un signal d'alarme. Claire s'est concentrée sur la corrélation des données anciennes avec les résultats actuels. Les cartes personnelles de Marc, recoupées avec les registres de forage industriel obtenus par Luc, ont révélé un chevauchement inquiétant. Une opération de forage effectuée en 1992 était passée verticalement à moins de 15 mètres à partir de l'endroit où Marc avait creusé. Pas assez pour percer complètement la roche, mais suffisamment pour modifier la pression, la circulation et la stabilité. Cette proximité expliquait tout. Le tunnel principal s'était obstrué à cause du déséquilibre hydraulique provoqué par le forage. Simultanément, le forage avait créé une zone de microfracture en surface, ne laissant passer qu'un minimum d'air et de son. Marc n'avait pas entendu les machines par hasard. Il les avait entendues. Le monde continue alors qu'il était coincé en dessous de lui. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Luc reçut la confirmation officieuse que la société chargée de l'étude avait été rachetée par un conglomérat plus important à la fin des années 1990. Les dossiers techniques détaillés avaient tout simplement disparu. Il ne restait que des résumés génériques et des signatures administratives. S'il y avait eu une erreur, elle était enfouie sous des couches de fusion et de silence. À l'intérieur de la grotte, l'équipe a résolu la dernière énigme, le sort final des 3 spéléologues retrouvés. Les corps ont été dûment répertoriés, protégés et placés sous des marquages clairs en vue de leur enlèvement ultérieur. Il n'y avait plus rien à découvrir. Leur histoire était terminée. Il ne restait plus que Marc. L'approche du point final exigeait un effort physique soutenu. La reprise des fouilles progressait lentement, révélant une couche de roche plus mince que prévu. L'air devenait plus frais à chaque centimètre retiré. Le son changea également. Il ne s'agissait plus de vibrations diffuses, mais échos discontinus, compatibles avec les espaces ouverts irréguliers. Julien interrompit la progression manuelle et repositionna les microphones. La confirmation arriva quelques minutes plus tard. Au-dessus d'eux se trouvait une cavité plus grande, probablement artificielle, partiellement remplie. Un espace intermédiaire entre la galerie naturelle et la surface. Le risque n'était plus seulement l'effondrement, mais exposition soudaine, l'ouvrir trop grand, trop vite, risquait de provoquer une décompression brutale du système, inondant la partie inférieure. La préparation devint quasi chirurgicale. Chaque mouvement était calculé, chaque retrait était temporairement scellé. Claire réalisa quelque chose que Marc n'avait pas eu le temps de confirmer. Cette cavité supérieure n'était pas une galerie minière traditionnelle.
C'était une puisse technique abandonnée, la zone était mal documentée et a été fermée à la hâte après la fin du relevé topographique. Il n'y avait aucune signalisation extérieure claire. Si Marc avait atteint cet endroit, il aurait pu s'y retrouver piégé, vivant mais invisible. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un déplacement minime provoqua la chute d'un fragment de roche plus important, ouvrant une fissure suffisamment étroite pour permettre un flux d'air continu. Le flux augmenta brusquement. Le système réagit. Julien a pris la décision finale concernant la préparation. Il serait le premier à traverser. Non par héroïsme, mais parce qu'il était le seul capable d'évaluer instantanément si la traversée permettrait un retour sûr pour les autres. Tout convergeait vers ce moment. Si Marc Delatour était arrivé si près du but, la différence entre 1992 et aujourd'hui ne tiendrait qu'à une seule chose. Enfin, quelqu'un a eu le courage de lever les yeux et d'admettre ce qui s'était passé. Julien passa le premier par la fissure, son corps aligné sur l'axe le plus stable de l'ouverture nouvellement créée. Il n'y eut ni rupture soudaine, ni explosion d'air, seulement une variation progressive de pression, comme un soupir retenu depuis des années, enfin libéré. La roche céda suffisamment pour laisser passer pas plus. De l'autre côté, l'espace se révélait claustrophobe, et pourtant artificiel. Les murs n'avaient pas l'irrégularité organique d'une grotte. Ils étaient marqués de découpes mécaniques, partiellement corrodés par une humidité constante. Le plafond était bas, renforcé par de vieilles structures métalliques déjà rouillées, dont certaines déformées par le temps. Technique bien, exactement comme Claire l'avait pressenti. L'odeur confirma tout. Vieille huile, rouille, poussière minérale. Il avait été utilisé, abandonné et scellé. Julien avança de quelques mètres, puis s'arrêta. À la lumière de la lampe torche, quelque chose se détachait au sol. Un casque de spéléologue fissuré, sa lampe frontale encore fixée. À côté, un ensemble d'outils improvisés, des leviers fabriqués à partir de morceaux de métal arrachés à la structure même de la fosse, des fragments de roche disposés en petits tas soigneusement agencés. Et appuyé contre le mur d'en face, assis le dos contre le béton nu, se trouvait Marc Delatour. Le corps ne portait aucune trace de chute ni d'écrasement. Il était soigneusement positionné, comme si quelqu'un avait choisi l'endroit où s'arrêter. Les mains reposaient sur les jambes, protégées par des gants usés. Le visage, partiellement préservé par la faible humidité, n'exprimait aucune panique, seulement de l'épuisement. Julien resta immobile pendant plusieurs longues secondes. Le dénouement ne survint pas dans une action frénétique, mais dans une compréhension soudaine. Marc était parvenu à s'échapper de la grotte naturelle. Il avait atteint l'espace artificiel, le monde des humains. Mais là, il découvrit une autre prison, non pas créée par la nature, mais par négligence. Claire et Luc arrivèrent peu après, dans un silence complet. Nul besoin pour eux de toucher quoi que ce soit pour comprendre ce qui s'était passé. Le puits technique était dépourvu de sortie fonctionnelle. L'ouverture supérieure avait été scellée avec du béton après le forage. De l'extérieur, rien ne laissait deviner l'existence de cet espace intermédiaire. Marc avait survécu assez longtemps pour creuser, sonder, écouter les bruits au-dessus de lui, des pas, des moteurs, la vie quotidienne, sans jamais recevoir la moindre réponse. Il n'était pas mort d'une erreur de calcul, mais d'avoir été en dehors de toute cartéa, la foi naturelle et administrative. Le rebondissement final survint lorsque Luc découvrit, fixé au mur par un fil métallique, un dernier document. Une plaque improvisée en fine tôle, gravée à la main de mots simples, presque formels. « Je suis arrivé ici le 3 octobre. Il y a de l'air, il y a du son, il n'y a pas d'issue. Si vous trouvez cela, ne dites pas que c'est un accident. » La transformation du protagoniste était alors complète. Julien, qui avait toujours considéré les espaces confinés comme des problèmes techniques, était désormais confronté aux conséquences humaines de décisions prises en secret. Il n'y avait plus d'héroïsme possible à cet instant, seulement la responsabilité. Le conflit central était résolu. Marc Delatour n'avait pas disparu dans la grotte. Il avait été effacé par un système qui a fermé le passage au-dessus de lui.
Et cette vérité, finalement, disposait d'une preuve physique irréfutable. L'enlèvement des restes ne s'est pas fait immédiatement. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, personne n'a cherché à accélérer le processus. La fosse technique a été stabilisée, documentée en détail et isolée comme un lieu historique et non plus seulement comme un site médico-légal. Chaque photographie, chaque mesure, chaque fragment prélevé avait un but qui dépassait la simple clôture administrative d'une vieille affaire. Luc a rédigé un rapport formel qui ne laissait place à aucune ambiguïté. La disparition de 1992 a été reclassée comme décès résultant d'une intervention humaine indirecte dans un système naturel non cartographié. Le langage était technique, mais la gravité du problème était évidente. Il ne s'agissait pas d'une culpabilité individuelle immédiate, mais d'une responsabilité institutionnelle accumulée. L'enquête administrative qui a suivi n'a pas fait la une des journaux internationaux, mais elle a eu des conséquences concrètes. Les permis de forage dans le Vercors ont été temporairement suspendus. De nouveaux protocoles ont imposé la vérification croisée obligatoire des données avec des bases de données spéléologiques indépendantes. Des changements mineurs, tardifs, mais irréversibles. Hélène Dupré a récupéré les cartes de marque, désormais officiellement reconnues comme documents techniques de référence. L'œuvre qu'il n'a jamais pu achever a été intégrée au système cartographique national. Galerie des Brumes, ce nom, autrefois à éviter, est devenu une référence, non pas à cause de la tragédie, mais grâce aux leçons apprises. Pour Julien, la conclusion fut silencieuse et personnelle. Il refusa les interviews et les propositions de documentaires. Il continua à travailler comme plongeur technique, mais commença à refuser les projets dont l'impact environnemental n'était pas totalement transparent. Ce n'était pas de l'activisme, c'était une méthode. Il avait compris que l'absence d'information est aussi dangereuse qu'une roche instable. Claire est retournée à l'université où elle a publié une étude détaillée sur l'interaction entre le forage industriel et les systèmes karstiques. L'article est devenu une référence technique. Il ne citait aucun nom, mais les données parlaient d'elles-mêmes. La destination finale de Marc de la Tour a été enregistrée avec précision. Il a survécu pendant au moins 19 jours après sa disparition officielle. Pas assez de temps pour être secouru, mais assez pour comprendre exactement ce qu'il avait piégé. L'histoire, enfin, a bouclé ses principaux arcs narratifs. Il ne restait plus de mystère, seulement des conséquences. Des gens sont morts, d'autres ont choisi d'ignorer les risques, et des années plus tard, quelqu'un a décidé d'examiner la situation de plus près pour comprendre toute la chaîne des événements. La grotte subsistait, non pas comme un ennemi, ni comme un méchant, mais comme un témoin silencieux d'une vérité simple et dérangeante. Lorsque le chemin est fermé en haut, on n'oublie pas toujours ceux d'en bas. Des mois plus tard, un panneau discret a été installé sur le sentier menant à l'ancienne entrée du Galerie des Brumes. Il ne comportait ni nom important, ni langage émotionnel. Seulement des coordonnées, des dates et une courte phrase, approuvée après de longues discussions techniques. Ici, des décisions invisibles ont eu des conséquences bien réelles. La végétation a de nouveau recouvert une partie de la voie d'accès et l'écoulement souterrain a retrouvé un nouvel équilibre. Le puits technique a été définitivement scellé, cette fois-ci avec un registre public, des cartes mises à jour et une signalisation extérieure claire. Aux archives nationales, l'affaire a cessé d'être une disparition. Elle est devenue un précédent. Et sous des tonnes de roches, le silence cessa enfin de dissimuler une histoire inachevée. Des histoires comme celle-ci passent souvent inaperçues car elles ne mettent en scène ni monstres, ni complots flagrants, ni méchants facilement identifiables. Elles évoquent des décisions techniques, des documents oubliés et des conséquences qui mettent des années à se manifester. Pourtant, ce sont précisément ces histoires qui façonnent le monde réel. Si ce récit vous a amené à réfléchir sur la responsabilité, le silence des institutions ou le nombre d'histoires qui restent enfouies, au sens propre comme au figuré, partagez votre point de vue dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours? À quel moment avez-vous réalisé que ce n'était pas un simple hasard?
Si vous souhaitez continuer à explorer des histoires vraies, profondes et troublantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvelle histoire est une invitation à regarder au-delà des apparences et à remettre en question les versions trop simplistes des événements.